Vous connaissez Abda, je crois que vous l'avez vu tout à Je le l'heure. croise tout le temps en ce moment. Il n'est pas trop lourd? Non, il est super sympa. Bon. Premier Français commandant de l'ISS, recordman européen de sortie dans l'espace avec 40 heures en apesanteur. Premier influenceur de l'espace avec plus de 2 millions d'abonnés sur les réseaux. Ravi de vous retrouver. Donc, on va parler de la stratégie spatiale européenne. Mais juste avant, je voulais regarder une image de notre planète sur laquelle les guerres se multiplient, les tensions montent, l'écologie n'intéresse plus personne. Vous qui nous avez observés depuis tout là-haut, qu'est-ce que ce climat pourri vous inspire? Il y a un petit peu de choix. C'est soit on choisit de repartir et de se soustraire du monde, soit on choisit d'essayer d'y faire quelque chose et puis de soutenir des causes qui vont dans le bon sens. Il y en a plein quand même, il y a des choses qui avancent. Moi, j'essaie vraiment de me focaliser sur le progrès. C'est pas toujours facile quand on voit ce qui se passe dans le monde. Mais allez, il y a des causes qui marchent bien. La protection de l'environnement, on arrive à avancer. La recherche spatiale, on fait des choses. Moi, je parle d'éducation. Il y a quand même des bonnes nouvelles. Et il faut continuer. On n'a pas le choix de toute façon. L'espace devient un nouveau lieu d'affrontement pour les grandes puissances. On parle de plus en plus de bombes en orbite. La CIA évoque un risque de guerre nucléaire dans l'espace. Est-ce que vous êtes aussi inquiet que nous ? C'est certain que l'espace se militarise, c'est pas nouveau non plus, ça a toujours été un petit peu le cas, mais jusque-là, c'était pas une confrontation directe, c'était de l'observation, de l'écoute, du renseignement, des choses comme ça, des satellites qui venaient espionner d'autres satellites, et là, on a vraiment commencé à passer une phase un peu plus critique, qui est qu'on a des armes offensives pour désarmer des satellites, et puis peut-être à terme, viser des cibles sur le sol. Comment ça se concrétise là-haut ? Ça se concrétise par la militarisation de l'espace, comment on le voit? On le voit, alors on le voit pas à l'œil nu parce que c'est grand, c'est satellites vaste, mais il y a beaucoup de satellites. L'US Air Force à elle seule, à une époque, c'est plus le cas maintenant, mais avec quasiment autant de satellites que le reste du monde, il fallait quand même le savoir. Aujourd'hui, cette tendance, elle se continue. On a beaucoup de constellations de communication, ça c'est super important aujourd'hui, les échanges de données. On a vu en Ukraine que ça a permis aux Ukrainiens de résister un petit peu mieux peut-être. Donc c'est sûr que c'est une tendance qui va continuer malheureusement dans les années qui viennent. Est-ce que les satellites américains, est-ce que ce sont les satellites qui permettent de voir justement les sites nucléaires iraniens, ces images-là, par exemple? C'est ça, c'est vraiment observation. Tout ce qu'un pays essaye de cacher, malheureusement, ça se voit assez rapidement depuis l'espace. Enfin, malheureusement ou heureusement, on va dire, parfois. Communication et puis navigation. Aujourd'hui, il y a beaucoup de zones du globe où le GPS est brouillé par l'armée américaine, qui est le propriétaire du GPS. Et on le voit très bien dès qu'on rentre dans ces zones, par exemple en avion, ce qui peut m'arriver à moi. On voit très bien que tout de suite, ça devient plus compliqué de s'orienter. C'est le but. Alors, vous représentez l'Agence spatiale européenne en ce moment donc au Salon du Bourget. Et au moment où tout le monde se serre la ceinture, votre agence réclame 23 milliards d'euros pour 2026-2028. Comment on fait ? Alors c'est compliqué, c'est sûr. Mais alors il faut voir ça dans le contexte européen. Le contexte européen, la PAC, c'est 55 milliards. Les armées françaises, Dieu sait que c'est important aujourd'hui, c'est 35 milliards pour un seul pays. Ça, il n'y a pas un recouvrement exact, mais on a 23 des 27 pays de l'UE, on va dire. Mais à PIB égal, c'est pas énorme en fait. Les Américains dépensent 10 fois plus. Nous, on essaye quand même de se préoccuper des problèmes du présent. Tout ça, c'est pour observer la planète. C'est les satellites d'observation qui vont nous permettre de conclure sur le réchauffement climatique. Et puis, c'est la recherche fondamentale ou l'exploration qui va nous permettre de préparer le futur. Il ne faut pas hypothéquer le futur juste parce qu'on a des problèmes dans le présent. C'est un peu ça l'idée. Vous parlez des Américains. Trump a coupé les crédits de la NASA, non ? Plus grande baisse de crédits de la NASA de l'histoire, moins 24%. Et ça, c'est moyenné. Et on est encore en dessous, nous ? Nous, on est encore largement en dessous. On a, nous, notre programme d'exploration pour l'Europe, c'est 7% du programme d'exploration de la NASA. Donc on est vraiment beaucoup plus petit, on a moins d'ambition, on est moins unis aussi. On arrive moins à parler d'une seule voix en Europe. C'est vrai dans beaucoup de domaines, c'est vrai dans la défense, c'est vrai dans plein de choses. C'est vrai aussi dans l'espace. On est quand même pas mal, on a fait la fusée Ariane, on a fait Galileo, la constellation de navigation. On va continuer, on va avoir un programme d'exploration européen. Et puis on va essayer de remettre l'Europe au centre du jeu et d'être peut-être un peu plus indépendant de partenaires qui aujourd'hui nous laissent un peu tomber. Ils doivent être un peu déprimés, vos amis américains, non ? Les amis américains sont déprimés, ouais. Ça, c'est un vrai truc. Quel effet ça peut avoir, une coupe de 20% sur... C'est très simple. Il y a des données de climat, par exemple, qui sont déjà plus accessibles. Ça, c'était des choses qui étaient traditionnellement gratuites, partagées partout dans le monde, parce que c'est ça le rôle des agences, c'est d'avoir des programmes d'observation satellite qui ensuite permettent ces données de se diffuser gratuitement. Les scientifiques les utilisent. Mais aujourd'hui, les données américaines sont plus accessibles. On a peur qu'elles soient même effacées. Ce serait des années d'histoire du climat, et c'est super important pour prédire la suite, d'avoir historique. Et l'Europe se retrouve un peu seule sur ces sujets-là, avec d'autres pays, d'autres géographies, le Japon, le Canada, plein d'autres. Mais les États-Unis ne sont plus autour de la table.
Mais je rêve, ou la dernière fois que vous êtes venu, vous nous parliez de marcher sur la Lune avec les Américains. Est-ce que ça, du coup, ça marche plus? Alors ça marche, on va voir en fait, on entend beaucoup de choses. On voit bien qu'aujourd'hui, parfois sur Twitter, on entend des annonces et puis le lendemain, on entend le contraire. Vous ne pouvez pas amener Donald Trump sur la Lune? Pardon? Vous ne pouvez pas amener Donald Trump sur la Lune? Je ne suis pas sûr qu'il rentre, c'est un peu comme dans un Rafale. Il y en a qui ont du mal à rentrer. Oui. Mais non, pour l'instant, ce programme qui s'appelle Artemis d'exploration existe encore, mais lui aussi, il y a eu des coupes proposées qui sont assez sévères par la Maison-Blanche. La question, c'est où va tomber la balle? Le Congrès américain va proposer quelque chose de différent. Et nous, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on suit ce chemin-là avec des partenaires qui sont plus gros que nous, mais qui du coup décident un peu de tout? Ou est-ce qu'on essaye de faire quelque chose, peut-être avec d'autres pays? On parle de l'Inde, on parle du Japon, du Canada. Il y a plein de géographies qui seraient prêts peut-être à nous aider. Et c'est peut-être le temps de former une autre alliance. Abda, on va au Bourget, on retourne au Bourget. Oui, Thomas, en 2 semaines, ça fait 2 fois que je vous croise. La semaine dernière au Sommet des Océans à Nice et cette semaine au Bourget. Et pour rappel, le Salon du Bourget, c'est le seul genre d'endroit où sur quelques mètres, vous pouvez voir des avions de chasse, des hélicoptères, des jets privés, des fusées. Il y a aussi des trains et des voiturettes. Et c'est justement sur une petite voiturette que je vous ai repéré. Je crois qu'il y a Thomas Pesquet dans une petite voiture. Hé Thomas! Thomas! Salut Thomas! Ça va? Ça va et toi? T'as vu, moi je suis à pied là. Mais Tu veux pas me prendre dans ta voiture? si tu veux, allez, monte. Vas-y. Ok, vas-y. Le français en face, c'est de l'autre côté. C'est pas facile de bouger à pied. C'est une galère. petite voiturette. Et regarde, moi j'ai un beau colonel de l'armée de l'air qui me conduit. Et ça, c'est la chance, tu vois. Putain, c'est ça d'être astronaute. Et ben tu vois, et des fois c'est bien quand même. Là, on passe sous la 380. Le salon du Bourget qu'on peut faire ça. Jeune homme, on va vous laisser. Par On ici. va rentrer dans des zones Dans des hautement zones sécurisées. hautement On se retrouve plus tard. Une cold drink. On se retrouve où? Au chalet du CNES. On n'a pas eu le droit à l'entrée VIP, on entre donc par la porte principale comme tout le monde. On vous retrouve en pleine séance selfie. Merci beaucoup de l'invitation. Un paysage en portrait, pour forcer la question de 2025. Vous êtes ici pour le lancement de la Fondation de l'Espace. Objectif, rendre les métiers de l'aéronautique plus accessibles. On n'a pas assez de personnes, on n'a pas assez de filles en particulier. Il y a des gens qu'on arrive moins à toucher dans les quartiers qui sont un peu plus défavorisés, dans les endroits où il y a des politiques d'éducation à la campagne. Et il représente quoi Thomas Pesquet? Il représente les choses qui sont inaccessibles pour nos jeunes et encore plus les jeunes des quartiers. Pour eux, le spatial, ça n'existe pas en fait. Thomas Pesquet en route pour devenir ministre de l'Éducation ou alors... Moi, président, j'ai toujours rêvé de dire ça. Moi, président, je ferai en sorte que cette fondation tienne toutes ses promesses de campagne. Moi, président, on s'est demandé si on tenait un scoop. Moi, président. Moi, président, ouais. Bah, tu l'as entendu ça? C'est une référence, François Hollande? Ah ouais, non, mais je ferai pas de politique, moi. Non. Si vous êtes président, je suis chaud pour être Premier ministre. C'est vrai? Ne me chauffe pas, parce que attention. Ce sera beau. Ça se tente, hein. Donc, pas moi J'aurais une meilleure président? voiture. Président de la Fondation de l'Espace, c'est déjà pas mal pour l'instant. Demain, Emmanuel Macron va détailler la stratégie spatiale française au Bourget. Qu'est-ce que vous attendez? Eh ben, on annonce... À part les 23 milliards. Non, sur 3 ans. On attend un peu une ambition, en fait. Il faut des projets européens autour desquels on s'unisse. Alors, c'est le spatial, évidemment, c'est mon projet à moi, je le connais mieux. Mais il y en a plein d'autres. Il y a le CERN qui fait de la recherche, qui est une success story européenne qui est dingue. Il y a quoi plein les de projets projets comme ça. Ben, les Il peut y projets, avoir quoi comme projet? d'abord... Ils doivent venir de vous. Ouais, de exactement. l'ESA. Non, mais d'abord, ce qu'on veut faire, c'est renforcer l'observation de la Terre. Ça, c'est le budget numéro 1 de l'agence. C'est 33%, 33,4%, un gros tiers du budget de l'agence spatiale. Le plus gros, si on rajoute 10% des lanceurs, c'est l'observation de la Terre. C'est toutes ces flottes de satellites qui nous permettent de conclure sur le changement climatique. Si on sait que les eaux montent, il en faut plus. Il faut des observations différentes. Il faut monitorer le carbone. Il faut monitorer le carbone, pas seulement là où il est, mais d'où il vient, pour pouvoir, par exemple, contraindre, on aimerait bien, avoir un volet politique, mais les pays à respecter leurs engagements sur le climat. C'est de l'espace. On le voit depuis l'espace. Ah oui, on le voit Quoi très bien. d'autre? Par exemple, un deuxième projet? Un deuxième projet rigolo.
Un projet rigolo. Non, mais on a quand même des projets d'exploration. On veut aller sur Mars avec des rovers. Alors des humains, ce sera un peu plus tard. Mais pourquoi? Parce qu'on veut connaître des choses sur la vie. Un rover, c'est les petits. C'est un petit véhicule. Véhicule, ouais, qui ressemble à peu près comme une Fiat 500. Et voilà, c'est pas si facile que ça. Et puis on apprend des choses sur la vie, comment elle se crée, comment elle disparaît. C'est ça, c'est ces grands mystères-là qu'on veut élucider. On va vers des lunes de Jupiter, une lune qui s'appelle Europa, qui est glacée. Et on sait que sous la glace, il y a de l'eau. Et on a vu des geysers qui sortent de cette glace. Et donc on se dit que s'il y a de l'eau, il y a peut-être la vie là-bas, sous une forme qu'on ne connaît pas. Ce serait assez fou de découvrir la vie sur une lune glacée de Jupiter. Donc ça, c'est pas mal. Ça, c'est un truc qui sort de l'ordinaire et qui, j'espère, va faire un peu rêver les gens. La nuit dernière, une méga fusée Starship d'Elon Musk s'est transformée en un très beau spectacle pyrotechnique. Les images sont impressionnantes. Elle a même pas décollé. Elle a explosé direct. Est-ce qu'on sait ce qui s'est passé? Non, elle a même pas bougé. Non, on ne sait même pas. En plus, c'était un test de routine, hein, mais ils font des tests de remplissage des réservoirs, donc c'est plein de carburant, évidemment. Quand ça se passe mal, ça a tendance à exploser assez fort. Malheureusement, cette fusée, ça fait le 9e, je crois, tir d'essai. Ça marche toujours pas. C'est arrivé dans le passé, hein, pendant la course à la Lune. Les Soviétiques avaient une fusée aussi à eux qui s'appelait N1, qui ressemblait étrangement à ça. Hein, les gens l'ont oublié, beaucoup de petits moteurs face à la Saturn V américaine. Mais la N1, ils n'ont jamais réussi à la faire marcher. Le programme a été annulé. Est-ce qu'on en est là? Non, on n'en est pas là encore, mais c'est plus compliqué que prévu. Et là, il n'y a pas eu de blessés? Non, pas de blessés, pas de morts, rien du tout. Il est en train de perdre un petit peu la main, Elon Musk, ou pas du tout? Oui, alors Elon Musk, SpaceX, il faut peut-être distinguer un petit peu l'artiste de son œuvre. Je ne sais pas si c'est comme ça qu'on dit, mais SpaceX a eu le vent en poupe pendant très longtemps. Ils sont encore très bons, hein. Ils sont encore excellents dans plein de domaines. Mais là, ça plafonne un peu sur ce projet-là, peut-être parce que quand on a beaucoup de réussite, on devient peut-être un peu moins raisonnable, un peu plus ambitieux, on perd un peu le contact avec la réalité. Et là, ça devient tout de suite un peu plus difficile. Ouais. Mais on leur souhaite le meilleur. Ce serait important que cette fusée marche pour le programme d'exploration future et pour ces missions dont on parlait. Est-ce qu'ils ont fait avancer des choses? Oui, ils ont fait avancer des choses. Après, c'est quoi? Qu'est-ce que vous avez appris grâce à lui? Qu'est-ce qu'on a appris? Alors, c'est quand même grâce à lui qu'aujourd'hui... Qu'est-ce que l'ESA a appris? C'est grâce à lui qu'on dessert la station spatiale internationale. Donc, tout ce qu'on fait en termes de recherche dans la station, quelque part, c'est permis par l'accès à cette station. Et ça, aujourd'hui, c'est les Russes, toujours, hein, parce que malgré la situation actuelle, ils lancent encore des Soyouz vers la station spatiale. Et SpaceX, ils ont fait quand même diminuer le prix de la charge utile en orbite en reposant les premiers étages de fusée. Ça, c'est la grande révolution. Personne ne l'avait fait avant. C'est à la fois un bien parce qu'on peut faire plus de choses, mais pour nous aussi un mal. Pour nous aussi, ouais. Enfin, pour nous aussi, mais surtout pour l'industrie américaine. Nous, ce qu'il faudrait, c'est qu'on ait l'équivalent en Europe pour, être un peu maître de nos affaires et pas avoir quelqu'un qui nous dit ce qu'on peut faire ou pas. Et deux, que ça crée de l'emploi aussi en Europe. Dans un autre genre, donc Jeff Bezos qui envoie sa future épouse et Katy Perry dans l'espace. Ça vous a inspiré quoi? Non, ça nous inspire rien. Alors, nous, le tourisme spatial, c'est très clair. Dans les agences, on ne fait pas ça, on est contre. En plus, ça brouille le message, parce que nous, on va dans l'espace vraiment pour faire de la recherche. La science, oui. Ouais, moi, ça me fait très plaisir d'aller dans l'espace, mais on ne voit pas dans l'espace pour mes beaux yeux. Ce serait super, mais ce n'est absolument pas le cas. Et quand on voit ça, malheureusement, les gens mélangent un petit peu les deux. Après, on ne cautionne pas, mais... Et ça a été vraiment mis en scène avec beaucoup de drama un peu à l'américaine. Ouais, un petit peu. Le seul truc que je me suis dit, un peu en leur faveur, c'est qu'il y a quand même des hommes qui ont fait ça avant. Il y a quand même pas mal d'équipages d'hommes, de millionnaires qui, eux, ont fait leur vol, qui ont fait peut-être des simagrées comme ça aussi. Et bizarrement, on leur a quand même moins reproché. Là, c'est que des femmes et ça trash quand même pas mal. Donc ça m'a quand même un tout petit peu gêné. Est-ce qu'on peut appeler vos collègues? Oui, bien sûr. Alors, mes membres d'équipage, tu veux dire. Les membres d'équipage. Est-ce que vous m'entendez? Bonsoir Jean-Pascal, Fanili. Nous sommes des Yakuza, Farid et Reda Kateb, vous m'entendez? Ouais. Ah, mais ils ont les masques! Il va nous dire, Thomas Pesquet, si les masques, si les casques sont tirés. Je peux le dire tout de suite. Je peux le dire tout de suite. Jean-Pascal, ça va? Vous allez bien, Jean-Pascal? Ouais, ça va, on est là, tu connais. Oui. On se retrouve dans 2 minutes, à tout de suite.